Alors, Pierre-Antoine Plaquevent, nous nous trouvons à Ferney-Voltaire dans l'Ain, en face du château dans lequel Voltaire a élu résidence pendant 20 ans. Vous êtes l'auteur du livre Soros et la société ouverte, métapolitique du globalisme. Qu'est-ce qui a motivé l'écriture de cet ouvrage? Alors l'écriture de cet ouvrage, on va dire, c'est un travail qui s'est étalé dans le temps, parce que j'avais commencé à écrire des articles sur le sujet, faire des reportages aussi. Et en fait, j'ai trouvé qu'il y avait tellement de matière à dire que je me suis dit que ça valait la peine de faire une étude complète. Et j'ai voulu aborder dans cette étude les différents champs d'activité de Soros et de ses associations, et aussi d'exposer sa philosophie politique et les liens de son idéologie avec les autres courants de la subversion politique contemporaine. Son nom, Soros, est en réalité un palindrome inventé en 1936 par son père espérantiste. Quelle sera l'influence de Tivadar Schwartz sur la fibre mondialiste de son fils? Oui, comme vous l'avez dit, son père est un espérantiste, et quelqu'un qui était comment dire, assez habile, assez intelligent, et qui va marquer la personnalité de son fils. Le nom Soros, il l'a choisi car ça signifie en espéranto aller de l'avant, aller vers l'avenir en fait. Donc c'est déjà on voit la connotation progressiste dans l'idée. Et oui, c'est par son père qui a vécu lui-même tout un tas on va dire, d'aventures au début du XXe siècle, à l'époque de la Première Guerre mondiale, à l'époque de la révolution bolchevique, qu'il va apprendre une espèce de sens de la survie, et on pourrait dire en fait un peu une certain sens de l'arnaque un petit peu. Donc il lui doit beaucoup et il ne s'en cache pas, effectivement. Alors, Soros est d'origine juive, il est critiqué publiquement par Benjamin Netanyahou, mais en même temps, il est connu pour avoir financé des organisations sionistes comme G Street. Quels sont, selon vous, les véritables rapports entre Soros et Israël? Alors c'est un rapport complexe qui déjà justement là, vous parliez de son père, mais qui remonte vraiment profondément dans son identité familiale, puisque on va dire que sociologiquement il provient de cette bourgeoisie juive de l'Empire austro-hongrois, bourgeoisie qui était très influente, mais qui n'arrivait pas à s'intégrer complètement à l'appareil politique et militaire de la société traditionnelle austro-hongroise. Et on va dire naturellement, cette bourgeoisie a développé un regard hyper critique et déconstructeur sur la société dans laquelle elle vivait, tout en étant partiellement imprégnée. Et on va dire l'état d'esprit de Soros par rapport à son identité, son identité juive, c'est d'une certaine manière un rejet de la part la plus tribaliste de l'identité juive, et en même temps, comme il le dit lui-même, cette identité le fait s'identifier naturellement avec les minorités opprimées de par le monde et au sein des sociétés dans lesquelles il veut s'investir. Je pense que le rapport avec Israël est effectivement plus ambigu que ce que veulent nous montrer la droite israélienne. Mais dans le fond, je pense qu'il y a quand même une divergence de vue du monde, dans le sens que Soros appartient réellement à cette diaspora internationaliste et qui n'est pas, on va dire, territorialisée en Israël même, et qui donc n'a pas forcément la même approche du problème, notamment au Moyen-Orient. Surtout si on regarde l'actualité de la droite israélienne et de la droite sioniste, c'est une droite qui devient toujours plus religieuse, toujours plus communautariste, toujours plus tribaliste, et qui a des projets très concrets qui
pourrait apparaître assez irrationnel peut-être à quelqu'un comme Soros, comme par exemple la reconstruction du troisième temple de Jérusalem. Je pense que ce genre de préoccupations-là ne sont pas vraiment dans l'agenda de Soros. Je consacre un chapitre entier de mon livre à cette question que j'ai intitulé Unité et scission au sein du judaïsme politique. Je pense qu'on peut étudier le judaïsme politique de manière posée, de manière rationnelle, de la même manière qu'on étudie l'islam politique, le christianisme politique, et on voit en fait différents courants et qui peuvent se rejoindre à des moments, se combattre à d'autres. Je pense qu'actuellement, quelqu'un comme Soros est quelqu'un qui voit plutôt le destin du peuple juif comme étant le peuple qui va amener à la fusion mondiale des nations et des religions. Alors que la droite religieuse israélienne, on a plutôt l'impression qu'elle se soucie déjà essentiellement de sanctuariser son territoire, de reconstruire sur des bases mythiques et vétérotestamentaires le royaume de David, et qu'en fait elle est plus occupée à mener une guerre de religion et de territoire avec ses voisins proches, et qu'elle considère plutôt l'Israël comme une sorte comme quelque chose qui viendrait coiffer une forme d'organisation globale, mais en aucun cas se dissoudre dans cette organisation globale. Alors que quand on écoute des gens comme Soros, même un Attali qui nous explique que Jérusalem serait une bonne capitale pour un nouvel ordre mondial, un Attali par exemple expliquait lors d'une interview en Israël qu'il fallait arrêter avec cette idée avec le tribalisme juif et aller vers l'assimilation, car en fait il disait nous sommes 13 millions dans le monde, nous avons besoin de 200 millions de juifs dans le monde. 200 millions pour quoi faire? Évidemment pas pour vivre tous en Israël, mais pour contrôler la structure d'un État mondial en fait. Donc les deux, le rapport il est là. Je pense que les sionistes dans la droite religieuse et dans quelque chose déjà de plus politique au niveau territorial et au niveau guerrier, parce qu'ils sont obligés de gérer d'une certaine manière le projet au jour le jour, alors que des gens comme Soros sont plus dans l'internationalisme pur. L'Université d'Europe centrale, fondée par Soros en 1991, avait été contrainte de déménager ses locaux de Prague à Budapest dans les années 90 sous la pression du gouvernement de Václav Klaus. Récemment, elle a dû migrer en partie de Budapest à Vienne. Comment analysez-vous ces déménagements successifs? En fait, cela me fait penser à ce qui s'est passé dans les années 30, dans les années 20-30 avec l'école de Francfort. Pourquoi je fais ce parallèle? Parce que je montre dans mon livre les liens qui existent au niveau notamment des influences idéologiques, parce que Soros parle souvent de Karl Popper, mais il y a aussi d'autres personnages comme par exemple Gregory Bateson qui était un des pères de la cybernétique et qui va travailler en rapport avec l'Institut de recherche sociale, plus connu sous le nom d'école de Francfort. Donc cette école de Francfort qui rassemblait des intellectuels de ce courant qu'on a appelé le marxisme culturel ou aussi le freudo-marxisme, qui ont justement eux aussi migré selon les aléas de l'histoire et se sont toujours réadaptés, réinstallés, reconfigurés dans des endroits qui leur permettaient de continuer leur activité de déconstruction. Donc cela me fait penser un petit peu à ça, chasser maintenant prochainement chassé de la Hongrie, on se replie sur Vienne et finalement bon, c'est la ville de Karl Popper, la ville justement de beaucoup d'intellectuels marxistes culturels, donc il y a quelque chose comme un retour à la case départ, mais c'est aussi, ça pourrait être l'occasion de mettre un coup de projecteur sur le très ambigu Sebastian Kurz, qui avait été présenté lors de son élection comme le nouveau paladin du conservatisme, alors qu'en fait il est plus ambigu que ce qu'il n'est paraît, et il est notamment lié à Soros lui-même de par sa présence depuis de nombreuses années au sein de l'European Council of Foreign Relations, un des think tanks européistes les plus influents qui avait été fondé sous l'impulsion de George Soros. L'Open Society Foundations finance notamment la Commission mondiale sur la politique de la drogue, présidée par l'ancienne présidente de la Confédération suisse, Ruth Dreifuss.
Qu'est-ce qui se cache, selon vous, derrière les buts philanthropiques mis en avant sur l'OSF, sur cette dépénalisation? Déjà, il y a toutes les questions économiques, hein. Je retrace là aussi dans mon ouvrage les liens qui existent enfin, les investissements qu'a fait Soros lui-même directement dans les pays producteurs d'Amérique latine. Donc il y a un intérêt très concret. Puis après, il y a l'intérêt politique, c'est-à-dire l'outil, la légalisation des drogues, c'est parfait pour arriver à une population maîtrisée de manière indirecte, qui s'auto-maîtrise d'une certaine manière, qui se domestique elle-même. D'autant plus quand on a le projet de société ouverte, c'est de faire cohabiter des populations qui sont d'origine diverses dans des mêmes territoires. Et finalement, pour pouvoir endormir un petit peu toutes les tensions qui peuvent exister, le meilleur moyen, c'est effectivement que la jeunesse notamment, c'est là où est l'énergie, que la jeunesse court-circuite son énergie vitale dans la prise de drogue. Je pense qu'il y a vraiment cette chose. Après, il y a toujours l'habillage humanitaire, il y a aussi sûrement des gens qui sont sincères, notamment au sein des ONG, qui se disent oui, le tout répressif ne marche pas. Effectivement, le tout répressif ne marche pas, mais on a toujours la même dualité. Alors le tout répressif ne marche pas, donc on doit légaliser. On ne peut pas avoir de juste milieu. Donc ces gens travaillent effectivement à une société où... Puis il y a aussi le projet de fond, enfin l'idéologie de fond, c'est l'autonomie radicale de l'individu. C'est ça l'idéologie de la société ouverte au niveau anthropologique. C'est que rien ne doit être une limite au droit humain, au droit de l'individu en fait, qui est à lui-même son maître et son... Une vision un peu prométhéenne alors. Une vision prométhéenne et qui est directement celle même qu'on retrouvait dans la franc-maçonnerie type Grand Orient, des gens comme ça, qui sont, voilà, c'est l'autonomie radicale de l'individu. Rien ne doit pouvoir freiner mes envies, si ce n'est moi-même, ma raison abstraite éventuellement. Mais effectivement, toutes les masses de gens qui vont être exposés, notamment les jeunes, à l'âge compliqué de l'adolescence, qui vont être exposés aux stupéfiants, effectivement, c'est ne pas se soucier de leur avenir. Mais je pense que c'est réellement un projet politique, hein, le projet de dominer l'énergie vitale de la jeunesse qui pourrait se retourner contre ce système. Venons-en maintenant un peu à l'actualité. L'Allemande Ursula von der Leyen présidera la Commission européenne. Il semble que les pays du V4 aient réussi à écarter le social-démocrate Franz Timmermans. Donc, le porte-parole du gouvernement hongrois avait dit, je cite, « Soros veut faire venir des migrants en Europe, Timmermans est sa marionnette ». Fin de citation. Quel est votre commentaire à ce propos ? Le commentaire, c'est qu'on voit ce qu'on constate depuis quelques années, c'est au sein de cet ensemble hétérogène qu'est l'Union européenne se dessiner une coalition de gens, d'États plus conservateurs et plus souverainistes qui justement au départ ont adhéré au projet d'Europe pour les questions économiques et d'une certaine manière sont économiquement libéraux, on pourrait dire, pour la libre entreprise, pour voilà, des pays qui ont connu justement l'époque soviétique, mais qui n'avaient pas compris qu'avec le libéralisme économique au sein de l'Union européenne, on nous vendait avec le libéralisme sociétal et le projet sorosien de fin des nations. Donc ces gens-là, enfin ces nations-là sont en train de rejeter par leur bon sens et par le fait que leur système politique leur ont permis de se doter de personnes qui représentent un minimum les intérêts de la population, sont en train de faire à leur niveau du lobbying pour imposer leur point de vue dans l'Union européenne. Ce qui montre que dans n'importe quel cadre politique, si on a une volonté de l'organisation, on peut faire pression selon ses vues. Voilà, donc c'est un bon signe pour nous aussi, Européens de l'Ouest, notamment ce qu'on voit en Italie aussi, où là, on va dire la ligne de fracture entre une Europe totalement mondialiste et une Europe plus des nations est en train d'arriver jusqu'à nos portes.
avec l'Italie. Alors, quand le livre est sorti, on était en plein... Pleine crise migratoire. Voilà, au plein, surtout au moment début des Gilets jaunes, et au moment où Macron signait le pacte de Marrakech, ensuite signait le traité d'Aix-la-Chapelle, et en fait on a vu une accélération, et j'expliquais que en fait, le projet de Sorosien, le projet de société ouverte, s'il était maintenant contesté ouvertement en Russie, maintenant en Europe de l'Est, enfin en Europe orientale, dans des pays comme la Hongrie, ça se rapprochait de plus en plus avec maintenant l'Italie. Il restait finalement comme dernier bastion du projet de société ouverte, on pourrait dire l'axe franco-allemand et le cœur franco-allemand de l'Europe, pour justement livrer cette bataille entre deux visions de l'Europe. Une vision société ouverte et mondialiste, et une vision plus traditionnelle et conservatrice. Bon, ce combat ne fait que commencer, et le rapport de force va être permanent pendant les prochaines années. Mais ce qui est toujours intéressant de voir, c'est que malgré les millions et les milliards de Soros, malgré la mainmise qu'il a effectivement sur le personnel de l'Union européenne, ça ne suffit pas à contrer le réel et à contrer l'opinion publique et la prise de conscience qu'a l'opinion publique de ces questions-là. Dernière question, on a appris tout récemment que Soros ainsi qu'un autre milliardaire, Charles Koch, avait fait un don d'un demi-million de dollars à un think tank appelé The Quincy Institute for Responsible Statecraft, donc l'Institut pour une gouvernance responsable. Ses fondateurs expliquent vouloir combattre le complexe militaro-industriel américain, de même que les guerres sans fin. Les buts ont l'air louables, mais est-ce qu'il ne convient pas de se méfier, sachant que Soros a été lié à Havas, qui a milité pour des changements de régime au Venezuela ou en Iran? Non, mais c'est toujours la même question. En 2003, il nous avait fait le même coup au moment de l'invasion de la Seconde Guerre en Irak, en se posant un petit peu comme le financier et de l'opposition à Bush, qui était contre la guerre, et que les États-Unis allaient déstabiliser le système de relations internationales. Bon, le globalisme a toujours besoin de cette dialectique, d'une certaine manière. Et en fait, il y a deux forces fondamentales. Il y a les néoconservateurs d'un côté, qui sont pour une domination ouverte et impériale. Et puis il y a les Sorosiens, ceux qui sont plus subtils d'une certaine manière, et c'était un petit peu aussi ce que prévoyait Zbigniew Brzezinski, c'est-à-dire il faut avoir des vassaux et faire participer les vassaux à la gouvernance globale, et donc il ne faut pas trop traumatiser le système de relations internationales par l'impérialisme ouvert type néoconservateur. Et en fait, finalement, on pourrait dire l'appareil de domination impériale a un petit peu ces deux ailes à jouer selon les situations. Mais après, il y a aussi, je pense, une différence de vue, effectivement, entre un Soros qui est, on pourrait dire, le centre-gauche, l'idéologie de Kant, un petit peu, c'est-à-dire le doux commerce qui va aplanir toutes les difficultés politiques. Et en face, des gens qui sont qui sont liés aux intérêts militaro-industriels, et qui sont donc du coup plus directs. Mais actuellement, le danger pour nous, Européens, qui est en train de se dessiner, c'est qu'on a d'un côté cette forme on pourrait dire, de gauche mondialiste à la Soros, qui a son projet de société ouverte, de mélange universel, d'agenda LGBT, et de l'autre, une vision plus agressive, plus militariste, que j'appellerais, que je qualifierais de pan-occidentaliste, c'est-à-dire qui veut inclure tout l'Occident dans une même croisade contre les ennemis du moment. Bon, actuellement, là, l'Iran est dans le collimateur. Et effectivement, pour pas toujours se montrer du côté des agresseurs, il faut avoir la soupape de sécurité et avoir les Soros et les gens comme ça qui vont dire non, en fait, regardez, on n'est pas tous comme ça. Surtout que ça permet après, par exemple sur la crise syrienne, les ONG de Soros ne pourraient pas intervenir de cette sorte-là si avant il n'y avait pas eu
la destruction systématique du pays. Donc c'est une grande ambiguïté, si ce n'est d'une grande duplicité. Merci bien alors. Merci à vous.